Imaginez, il y a 3 mois, une guerre a éclaté au Moyen-Orient. Une guerre que l'on repoussait et que l'on craignait de déclencher depuis 3 décennies. Et aujourd'hui, l'ancien secrétaire d'État, l'homme qui était assis dans cette même pièce où de telles décisions sont prises et qui n'a jamais osé la prendre, s'assoit et écrit dans le Wall Street Journal une phrase qui, a bouleversé la moitié de Washington. Certains en ont eu le souffle coupé, d'autres ont eu les dents serrées. Ce n'est pas nous qui sommes en difficulté, comme on s'y attendait de sa part, et ce n'est pas nous qui sommes empêtrés, là-bas, comme on le pensait. Donc elle, en tant qu'opposante idéologique, là, au Trumpisme et tout ça. Ce n'est pas une opposante idéologique, elle est trop intelligente, Condoleezza Rice. Elle écrit « Dieu merci ». Dieu merci. Et messieurs, le temps nous avantage. Elle ne parle pas des élections, mais d'autres choses pour l'instant. Et la même semaine, au même moment, la Chambre des représentants vote pour la première fois afin de retirer au président lui-même le droit de mener des actions militaires. C'est-à-dire, il dit, dans notre pays, il y a une loi, d'une certaine manière, monsieur le président, 215 contre 208. Donc c'est-à-dire avec une petite majorité, mais quand même une majorité, n'est-ce pas ? 4 républicains passent du côté de l'adversaire. La salle applaudit. Donc le président, furieux, écrit qu'il devrait avoir honte. Eh bien, il a évidemment ses propres raisons à ce sujet. Il mène des négociations et l'autre lui met des bâtons dans les roues. 2 scènes, le même moment dans l'histoire. Et il raconte apparemment des choses complètement opposées. L'une dit que l'Amérique gagne, l'autre que l'Amérique se divise. Alors, qui a raison ? Voilà ce que je vous promets de révéler à la fin de ce récit. Vous comprendrez 3 choses qu'aujourd'hui, aucun journal télévisé n'explique pour une raison quelconque. C'est-à-dire 30 secondes. Il court en vite et n'explique rien. Premièrement, la guerre est-elle gagnée ou perdue ? Pourquoi la réponse dépend-elle de la façon dont vous définissez le mot victoire ? Et deuxièmement, le Congrès peut-il réellement arrêter le président ? Ou bien est-ce une mascarade, donc une sorte de farce ? Une farce ? Je vais vous montrer la mécanique exacte, rouage par rouage. Et troisièmement, le plus important. Pourquoi, malgré son caractère inquiétant, cette histoire finit-elle toujours sur une note impossible, de l'autre côté du front, à Téhéran ? Restez avec nous, mesdames et messieurs. La dernière partie va légèrement changer l'image. Juste un peu, vraiment. Voyons d'abord les faits unanimement reconnus. Le 28 février, les États-Unis d'Amérique, avec Israël, frappent l'Iran. Ce n'est pas un simple incident frontalier ni un échange de politesse, mais une vraie campagne militaire. 3 mois. En avril, un cessez-le-feu est annoncé. Un cessez-le-feu fragile, précaire, peu fiable. Un cessez-le-feu où les frappes reprennent régulièrement, de temps en temps. Et pourtant, pour ainsi dire, malgré tout, cela continue d'une certaine manière. Ce soi-disant cessez-le-feu, n'est-ce pas ? Et c'est dans ce contexte que Condoleezza Rice prend la plume. Je veux le redire. Elle est probablement l'une des personnes les plus intelligentes qui ait travaillé dans nos gouvernements. Sa thèse est à la fois simple et audacieuse. La guerre a fondamentalement remodelé le Moyen-Orient. Et elle l'a remodelé, estime Condoleezza Rice tout récemment, elle n'est pas de l'entourage de notre président actuel. Au profit de l'Amérique, Téhéran en est sorti affaibli. Israël est plus fort. Et le président Trump s'est retrouvé face à une chance historique d'assurer une stabilité à long terme dans une région qui n'a jamais connu la stabilité de mémoire d'homme. Notez sa prudence dans ses propos. Elle n'affirme pas que nous avons obtenu une victoire militaire décisive. Non, ce n'est pas le cas. Elle admet honnêtement qu'une telle victoire n'a pas encore été obtenue. Le régime des ayatollahs n'ont pas été renversés. Ils restent dans ces palais souterrains et certains sont même à la surface, n'est-ce pas ? Mais Rice propose. Il vous propose de regarder cela d'un autre œil. La victoire à la guerre, ce n'est pas toujours un drapeau planté sur la capitale ennemie. Parfois, la victoire, c'est ce que l'ennemi ne peut plus faire désormais. Selon elle, l'Iran ne peut plus faire grand-chose désormais. Une campagne de 3 mois a sapé la capacité de l'Iran à projeter sa puissance. C'est ce qu'elle écrit. Réfléchissez à cette expression, projeter sa puissance. Pendant 30 ans, l'Iran faisait peur, pas tant par sa propre armée que par ses bras armés. Ses stocks de missiles tenaient la moitié de la région en joue. C'est bien ça, un réseau de supplétifs, des mines étrangères pour mener la guerre sans se compromettre. Le Hamas au sud, le Hezbollah au nord, des groupes partout au Moyen-Orient. C'était ça, la véritable puissance de Téhéran.
Ce n'étaient pas les chars des défilés, mais la capacité de frapper partout, tout en restant hors de cause. C'est précisément cette capacité, affirme la Russie, qui a été frappée d'un coup dont il sera difficile de se remettre. Et maintenant, selon elle, qui a le plus gagné ? Pas Isha, mais Israël. À cet égard, Israël n'a jamais été aussi en sécurité, écrit-elle. Et c'est une affirmation forte si l'on se souvient d'où tout a commencé. Le 7 octobre 2023, bien sûr. Oui, le jour le plus terrible pour le peuple juif depuis la Shoah. Il semblait que c'était le moment de la plus grande vulnérabilité. Et Riss trace une ligne à travers ces 2 années et dit « La réponse militaire de Jérusalem après cette attaque a sérieusement affaibli les groupes terroristes soutenus par l'Iran, le Hamas, le Hezbollah. Ce qui avait commencé comme une catastrophe s'est transformé, selon ses mots, en la plus grande sécurité jamais connue par l'État juif. La plus grande de toute l'histoire. L'histoire, écrit-elle, produit des scénarios qu'aucun scénariste n'oserait imaginer. Mais le plus intéressant, Rice le garde pour la suite. La guerre, dit-elle, n'a pas seulement affaibli l'Iran. Elle a accéléré ce qui semblait impossible pendant des décennies. À savoir la coopération entre les États-Unis, Israël et les principaux pays arabes. L'échange de renseignements. La défense conjointe. Et voici un détail sur lequel il faut faire la mise au point. Beaucoup de gouvernements arabes qui hier encore considéraient Israël comme l'ennemi numéro 1. Enfin, considéraient, ne considérément pas, disaient oui, aujourd'hui, ils considèrent la coopération avec l'État juif comme une source de croissance économique et technologique, comme une voie vers la modernisation, pour passer du XVIIe siècle dans lequel je me trouvais au XXIe siècle. Pourquoi en est-il ainsi ? Demandez-vous, qu'est-ce qui unit les gens le plus rapidement ? Un amour partagé ? Non. La peur commune, un ennemi commun. Par son agression, l'Iran a accompli ce que des décennies de diplomatie n'ont pas réussi à faire. Il a effrayé les voisins bien plus que ne l'a jamais fait Israël. Et ils se sont rapprochés les uns des autres. C'est l'un de ces effets secondaires qui ne sont pas visibles sur le moment, mais qui, avec les années, redessinent la carte. Et avec les années, il s'avère que c'était le plus important. Messieurs comme Poutine. Poutine a effrayé l'OTAN. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Poutine a effrayé l'OTAN. Et elle a commencé à se souder. C'est-à-dire que 2 personnes ont rendu l'OTAN soudée. Poutine a fait peur et Trump a forcé à donner de l'argent. Bon, très bien. Revenons à nos affaires. Ensuite, Rice passe à ce que la guerre a révélé à l'intérieur même de l'Iran. Et là, il y a 3 découvertes. Chacune d'entre elles frappe l'un des mythes sur la toute-puissance du régime. Premier mythe. La direction est invulnérable. Il s'est avéré qu'elle était vulnérable. Face à la puissance militaire américaine, face aux renseignements, aux capacités des alliés. Deuxième mythe. L'Iran tient le monde à la gorge grâce au pétrole, grâce au marché de l'énergie. Qu'il actionne ce levier et les prix s'envoleront. Tout le monde viendra ramper. Il s'est avéré que ce levier est plus limité. Il existe, mais il est moins puissant que tout le monde ne le pensait. Oui, l'Iran a réussi à perturber la navigation dans le détroit d'Ormuz. Et une énorme part du pétrole, du gaz et même des engrais mondiaux passe par là. Oui, les Américains l'ont ressenti à la pompe. Les prix ont grimpé. L'inflation a pesé sur le portefeuille. C'est vrai, et nous y reviendrons. Mais la menace de perturber ou de couper l'approvisionnement s'est révélée douloureuse, mais pas mortelle. Troisième mythe, sans doute le plus important, le programme nucléaire. C'est la raison principale de toute cette affaire. Et ici, avant de vous dire ce que Rice écrit à propos de la bombe nucléaire, c'est sans doute le paragraphe clé de tout son article, je vais faire une courte pause. Si jusqu'à maintenant vous avez entendu au moins une idée, eh bien une seule, même pas 2, qui vous a poussé à regarder les actualités différemment, pas simplement en survolant les titres, alors mettez un like et abonnez-vous. Ce n'est pas pour les chiffres, c'est un signal pour la plateforme que l'analyse posée, sans hystérie, intéresse encore quelqu'un. Et il s'avère qu'il y en a de moins en moins. Vous vous êtes abonnés ? Alors passons à la bombe. Il faudra encore beaucoup de temps avant que l'Iran ne soit capable de créer une arme nucléaire opérationnelle. Écrit Rice, qui a accès à toutes les données secrètes qui existent dans le monde entier. Enfin, dans le monde, en Amérique, quoi. En Amérique, en Israël ou au Royaume-Uni, c'est selon elle le principal résultat de la campagne.
Ce n'est pas le territoire ni le changement de pouvoir, mais les ambitions nucléaires repoussées dans le temps. Et là-bas, peu importe quel empereur mourra, quel âne crèvera ou quoi d'autre arrivera, on reviendra si besoin. Ici, il faut de l'honnêteté. Et Rhys le montre. Elle ne dit pas que la menace a disparu, n'est-ce pas ? Elle admet que l'Iran pourrait avoir encore de l'uranium enrichi, des matières premières. Une bombe, ce n'est pas que des matières premières. C'est toute une chaîne, des capacités de conversion pour transformer cette matière première en une forme utilisable, des réseaux de centrifugeuses pour l'enrichir au niveau requis, et des scientifiques. Ce sont ces mêmes têtes, celles qui possèdent des connaissances introuvables en magasin. Enfin, tout dépend du magasin, c'est vrai. Et cette chaîne, affirme Raïs, a été démantelée au cours de la campagne. L'uranium, lui, est peut-être resté. Et voici l'usine qui transforme l'uranium en arme. Les personnes qui savent le faire. Non, tout n'est pas aussi parfait dans le royaume iranien, comme ils essaient de le faire croire. Les connaissances qu'ils visent s'avèrent de frapper plus fort que le métal, et c'est de là que Rice tire sa stratégie pour l'avenir, dure sans sentimentalisme. Elle appelle l'administration Trump à ne pas céder aux appels à l'assouplissement des sanctions, à ne pas faire de concessions lors des futures négociations. Et elle le formule d'une manière à laquelle on ne peut pas s'opposer. Téhéran ne doit pas recevoir un seul centime des avoirs gelés. Ou encore l'assouplissement des sanctions. Pourquoi une telle fermeté ? Parce qu'elle s'en souvient très bien de comment cela fonctionnait avant. Eh bien, c'est déjà arrivé, n'est-ce pas ? Le régime recevait de l'argent, mais ne l'utilisait pas pour les écoles, bibliothèques ou hôpitaux, mais pour reconstruire l'armée, pour soutenir et nourrir les terroristes. Donne-lui des ressources, il reconstruira exactement ce qui vient d'être détruit. C'est ça, la nouvelle façon de penser aux conséquences. Ce n'est pas ce que nous avons obtenu aujourd'hui en signant l'accord, mais ce qui viendra demain. Si nous donnons à l'Iran la possibilité, l'argent et le temps d'agir. Il conclut en soulignant, selon moi, l'essentiel de l'article. Elle reconnaît franchement que le régime n'a pas été renversé. Mais Téhéran est aujourd'hui plus faible et plus isolé qu'il ne l'a été ces dernières années. Cela signifie donc qu'il ne faut pas se précipiter. La patience stratégique est difficile à maintenir et n'apporte pas toujours de satisfaction. Elle écrit cela en ce moment. Le temps joue en faveur des États-Unis et de leurs alliés. Et la touche finale, qu'il faudrait graver dans le marbre de tout négociateur. L'absence d'accord, c'est normal. Un mauvais accord, non. L'absence d'accord, c'est normal. Un mauvais accord, non. Eh bien, j'ai pratiquement répété ce qu'a dit Trump. Souvenez-vous de cette formulation. Nous y reviendrons plus tard. Car c'est justement elle qui explique tout ce qui se passe à Washington. Et à première vue, il s'y passe exactement le contraire de la patience stratégique. Pendant que Raïs écrit sur la patience, une autre forme de patience s'épuise au Congrès. Voici une question à laquelle la plupart des médias répondent mal. Que s'est-il vraiment passé à la Chambre des représentants ? Le Congrès a-t-il déclaré la guerre ? Non. C'est tout le contraire. Le Congrès a essayé d'arrêter la guerre. Il a tenté de retirer au président le droit de la mener. Eh bien, conformément, aux lois qui ont été adoptées à l'époque. Pour comprendre comment cela est même possible, il faut regarder au cœur même du fondement du système américain. Selon la Constitution, seul le Congrès a le droit de déclarer la guerre. C'est l'article 1er. Mais en même temps, le président étant le commandant en chef. C'est l'article 2. Eh bien, sentez-vous cette petite, légère contradiction ? Elle couve depuis 2 siècles. Les présidents mènent des actions militaires. Ils ne les déclarent pas. Ils font la guerre sans la déclarer formellement, en se référant au fait qu'ils sont commandants en chef. Et le Congrès regarde ça et réfléchit. Une seconde. La guerre, c'est en fait notre prérogative. Et donc, après le Vietnam, en 1973, le Congrès adopte la loi sur les pouvoirs de guerre. Il l'adopte passant outre le président et le veto de Nixon. 2 tiers. 2 tiers du Congrès. Et 2 tiers du Sénat, si je comprends bien, c'est l'essence de la loi. Le président peut envoyer les troupes au combat. Il peut. Il en a le droit. Mais il est obligé d'informer le Congrès dans les 48 heures et mettre fin à l'opération sous 60 jours si les législateurs n'ont pas donné leur autorisation.
C'est, si vous voulez, un levier de freinage d'urgence que le Congrès garde à portée de main au cas où, selon lui, le président irait trop loin. Et ce mercredi, ce levier a été actionné pour la première fois. La Chambre a adopté une résolution sur les pouvoirs de guerre, un document exigeant que Trump cesse les actions militaires contre l'Irak, sans l'approbation séparée du Congrès. Le vote, 215 contre 208. Une marge très mince. Ce n'est même pas une question de marge, c'est une question de savoir qui a franchi la ligne. 4 républicains ont rompu la discipline du parti et ont voté avec les démocrates. Des applaudissements ont éclaté dans la salle. Et il est devenu clair que la fracture ne passait pas entre les partis. La fracture est apparue au sein même du parti du président. Donald Trump a réagi instantanément, à sa manière. Il a qualifié le vote d'insensé et l'action d'antipatriotique. Il a écrit que c'était un coup de poignard dans le dos au moment des dernières négociations pour arrêter la guerre. Comme d'habitude, il a accusé les démocrates d'être motivés par ce qu'on appelle le syndrome de l'obsession anti-Trump. Selon lui, il préfère en voir le pays échouer que le laisser gagner. Mais il a réservé une portion spéciale, excusez-moi, pour ces 4, pour les nôtres, pour les républicains. Ce sont des poseurs qui jouent pour la galerie, a-t-il écrit. Mais lui, il n'est pas un poseur qui joue pour la galerie. Mais on l'aime bien. Il devrait avoir honte. Voici la question principale qui vous a peut-être poussé à lancer cette vidéo. Cette résolution va-t-elle arrêter la guerre ? Est-ce qu'elle va obliger Trump à arrêter ? Et là, c'est vraiment fascinant, parce que c'est ça, la politique américaine typique. Bon, la réponse courte, presque sûrement non. Presque parce qu'il y a un oui là-dedans. Je vais vous montrer pourquoi. Pas sur l'émotion, mais sur le mécanisme. Pour qu'une résolution devienne une loi contraignante, elle doit franchir 3 portes. La première, la Chambre, c'est passé, de justesse. La deuxième porte, le Sénat. Là-bas, ils viennent d'adopter une mesure similaire. Il n'y a pas eu de vote final. Même s'il a lieu, la majorité sera très mince. Troisième porte, bureau du président. Et c'est là que Trump prend un stylo et écrit dessus veto. Et c'est tout. Il a bien dit qu'il ferait ça. Et pour passer outre ce veto, oui, bien sûr, il suffit juste d'avoir les 2/3 des voix dans les 2 chambres. Pas 215, mais 290 à la Chambre et 67 au Sénat. Les opposants à la guerre n'ont même pas de tels chiffres. Même de loin. 4 transfuges. C'est beaucoup, mais c'est loin des 2/3. C'est comme aller jusqu'à la Lune à pied. Et ce n'est pas tout. Même si l'on imagine que la résolution passe par miracle, la Maison-Blanche s'est déjà préparée une échappatoire juridique à l'avance. La loi sur les pouvoirs de guerre s'applique lorsqu'il y a des actions militaires. Et l'administration dit « Quelles actions militaires ?» En avril, un cessez-le-feu a été déclaré. L'hostilité a cessé, et il ne faut surtout pas déclencher le compte à rebours. Il n'y a rien à approuver. L'argument est bien sûr fragile comme ça. Je dirais que les frappes, comme l'écrit la même presse, continuent seulement d'éclater. Mais pour une couverture juridique, pour une feuille à fente de vigne, cela suffit. Et maintenant, ajoutez cela aux motivations de Donald Trump lui-même, et vous comprendrez qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter, quelle que soit la situation. Le secrétaire d'État Reuben l'a clairement dit devant le Congrès, si les législateurs litient les mains de l'administration, les Iraniens se diront qu'on ne leur fera rien. Pourquoi alors conclure un accord ? Autrement dit, la résolution ne rapproche pas la paix, elle l'éloigne. En retirant des mains des négociateurs leur principal atout, la menace. Ajoutez à cela l'image. Pour Trump, être obligé de s'arrêter, cela signifie paraître faible. Et cela contredit directement son récit. J'ai forcé l'Iran à venir à la table des négociations. Et ajoutez cette fameuse formulation. RIS, mieux vaut pas d'accord qu'un mauvais accord. Eh bien, tout converge vers un seul point, n'est-ce pas ? Ce point s'appelle « continue de faire pression ». Alors pourquoi avoir voté dans ce cas ? Si l'on en croit les propos de Newsmax lui-même, oui, c'est insensé. Et selon donc, disons pour ainsi dire, ce même Parlement, je voulais dire. Le Congrès. Oui, c'est symbolique, pas juridique. Toute la subtilité est là, la force de cette résolution est politique, non juridique. C'est déjà la 4e tentative de maîtriser la guerre. Et à chaque fois, le nombre de voix augmente. Cela signifie que la coalition en faveur de la guerre se fissure. Lentement, elle se fissure. La guerre coûte cher, messieurs.
plus de 100 milliards de dollars ont déjà été dépensés. La guerre se ressent à la station-service, les prix ont augmenté. Le détroit d'Ormuz secoue le commerce. Et bientôt il y aura les élections de mi-mandat, dont nous avons déjà parlé une centaine de fois, lors desquelles la position des républicains s'effondre. Il s'agit de qui contrôlera le Congrès. Ce qu'il faut comprendre sur Trump, il mettra fin à la guerre, non pas parce qu'un document le lui ordonne. Il l'arrêtera si et quand la politique, le coût, les pertes, les élections et un cessez-le-feu avorté rendront la poursuite plus coûteuse que l'arrêt. Je ne parle pas d'argent pour l'instant. Bien sûr, l'argent fait aussi partie, pour ainsi dire, de l'évaluation. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Voilà, la résolution n'est pas un frein d'urgence. C'est une horloge politique que le Congrès a remontée et posée sur le bureau du président. Tic-tac, la coalition fond. Toc. Compte les jours. Il compte les jours. Au fait, il y a un détail à surveiller, la version du Sénat est privilégiée. Elle peut être soumise au vote, que la direction le veuille ou non. Si le Sénat vote aussi pour, Trump aura sur son bureau une résolution adoptée par les deux chambres. Bien sûr, il y opposera son veto. Oui. Mais la confusion politique avant les élections sera d'une toute autre ampleur. Et maintenant, la raison pour laquelle je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin. C'est la partie qui change complètement la donne. Revoyez ces deux scènes avec lesquelles nous avons commencé. L'ancien secrétaire d'État débat publiquement de la stratégie du président en exercice dans les pages du principal journal économique. En même temps, il dit qu'il ne faut en aucun cas permettre un mauvais accord, donc il est temps de continuer. 4 députés de son propre parti votent ouvertement contre lui. Et dans la salle, ils reçoivent des applaudissements. Bon, que ce soit les démocrates qui les applaudissent, mais peu importe. Le président, furieux, écrit qu'il devrait avoir honte. Et quoi? Et rien du tout. Personne n'a été arrêté. Personne n'a été écarté. Aucun de ces 4-là n'a disparu le lendemain matin, ni ne s'est retrouvé à l'hôpital avec un diagnostic. Même pas tombé par la fenêtre. Ils sont simplement revenus à la séance suivante pour revoter. Eh bien, pas sur l'Ukraine, là-bas pas sur le Liban. Là-bas, mais pour une autre raison. Maintenant, regardez de l'autre côté de cette guerre, en Iran, où le régime se maintient non par amour du peuple, mais par la répression. Ou manifester sur la place avec une pancarte, une balle. Essayez donc, là-bas à Téhéran, d'écrire un article disant que le guide suprême a choisi la mauvaise stratégie. Essayez donc d'y enfreindre la discipline du parti. Et voilà toute la réponse à la question que j'ai posée, au tout début. Qui a raison? Cette scène qui parle de la victoire ou celle qui parle de la division? L'Occident, mesdames et messieurs, l'emporte. Parce que ce qui, de l'extérieur, ressemble à une division, à une dispute, à un vote serré, à un passage d'un camp à l'autre, c'est justement cela la force. C'est la force d'une société libre, pas sa faiblesse, même si cela peut paraître comme une faiblesse. Une dictature, elle, ne tolère aucune divergence. Et c'est pourquoi elle le fusillera. Elle pourrit de l'intérieur sans s'en rendre compte, jusqu'à l'effondrement de toute raison. La liberté de désaccord s'exprime à voix haute, à la lumière, sous les applaudissements, sous les insultes. Et c'est pourquoi elle corrige ses erreurs tant qu'elles sont encore réparables. L'Iran paraît le plus fort précisément la veille du jour où il ne restera plus rien de lui. Et une société qui débat ouvertement paraît chaotique chaque jour. Et elle tient bon. Et elle tient bon. Et elle résiste. Dès qu'il y a de la pourriture, elle est aussitôt révélée. Voilà. Et ils essaient de toute leur force de réparer, de corriger, de refaire. C'est pourquoi le temps est vraiment du côté des hommes libres. Pas parce que nous avons plus de missiles, mais parce qu'ils ont quelque chose qu'aucune dictature ne possède. Par « ils », j'entends les pays libres. Oui, nous pouvons nous tromper. Le reconnaître, le dire à voix haute, revenir en arrière. Crier, hurler, se tirer les cheveux, faire des écarts, tout ce que vous voulez, oui, et continuer à avancer en corrigeant la trajectoire. Et le régime iranien est privé de cette capacité. Par sa nature même. Cela signifie que, peu importe à quel point il paraît menaçant aujourd'hui, il a déjà perdu sur le long terme. Et le peuple qui est descendu sur les places sous les balles en 90 et en 17 et en 22, ce peuple, il fera encore entendre sa voix. Les portes, qu'une fois dans l'histoire un sage dirigeant exilé a ouvertes, finissent tôt ou tard par s'ouvrir de nouveau.
Il faut seulement tenir bon, réfléchir jusqu'au bout et ne pas échanger la victoire contre un mauvais accord. Ne pas échanger la victoire contre un mauvais accord. Si cette analyse vous a permis de voir la structure derrière les gros titres, mettez un like. Partagez avec ceux qui ont l'habitude de croire aux premiers titres d'actualité. À bientôt. Si vous faites partie de ceux qui aiment réfléchir en profondeur et sous tous les angles, j'ai une deuxième chaîne pour vous. Une feuille de route vers la liberté. Là-bas, nous n'analysons pas l'actualité du jour. Plus précisément, nous prenons l'actualité du jour et, à partir de cette actualité, nous essayons de comprendre la racine de ce qui se passe. Pourquoi les sociétés libres survivent-elles encore et encore à leurs fossoyeurs? Et comment des peuples entiers remontent, une marche après l'autre, des fosses où on les a poussés? Encore et encore. Dès le premier entretien, autour d'un café, on remarquera quelque chose. Regardez la feuille de route de la liberté, 10 minutes chacune. Il y en a combien? 192 si je ne me trompe pas. Ou alors des entretiens d'1 heure, 16 ou 17 entretiens d'1 heure. Bon, 10 minutes le matin par jour. Et oh, vous serez éclairés. C'est tout. Oui, encore un point. Ceux qui m'ont demandé au sujet du livre, comment l'acheter et tout ça, eh bien sous la vidéo, juste en dessous, il y a une boutique. Oui, store. Là-bas, il n'y a pas de t-shirt ordinaire, mais des modèles avec nos inscriptions amusantes, des citations de mes livres, etc. Le tout premier, c'est le livre. Alors cliquez dessus, et là tout est très simple et tout est expliqué. Au revoir, à suivre.